Et bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation du rapport final de Net Zero Initiative et son édition 2020-2021. On est très très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce matin. On va passer 1 heure ensemble et ça va être super. Alors je m'appelle César Dugast, je suis manager chez Carbone 4 et responsable du projet Net Zero Initiative. Et ce matin, je ne serai pas seul, je serai même extrêmement bien accompagné puisque Émilie Aubry de Decathlon sera avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour. Nous aurons également Augustin Franière de l'Université de Lausanne qui nous rejoint dans quelques minutes. Et côté Carbone 4, je serai avec Zénon Vasselin. Bonjour Zénon. Bonjour, bienvenue. Et Rodrigo Barana. Bonjour Rodrigo. Bonjour. Eh bien c'est parti, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Alors évidemment, on va répéter les mêmes choses qu'il y a dans tous les webinaires, c'est-à-dire n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez dans l'intervalle prévu à cet effet, qui s'appelle Q&R dans Zoom. On va essayer d'y répondre tout le long du webinaire pendant l'heure et on aura 15 minutes de questions-réponses à la fin pour qu'on puisse oralement répondre à certaines de vos questions. Alors, le menu de ce matin, c'est 10 petites minutes pour rappeler ce que c'est que Net Zero Initiative et de rappeler les grands principes de NZI compte tenu finalement du référentiel qui est sorti l'année dernière. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en présentant les messages clés du rapport NZI 2020-2021, du coup, qui fait suite à une année de travail qui a suivi la sortie du référentiel de l'année dernière. Et puis, on aura Émilie et Augustin pour témoigner de leur expérience en tant que, respectivement, sponsors de l'initiative et membres du Technical Working Group. Et on terminera avec un panorama des prochaines étapes et puis une séance de questions-réponses. Eh bien, c'est parti. Alors, où en étions-nous ? Donc, c'est-à-dire, là, ce webinaire, c'est 1 an après le webinaire de présentation du référentiel Net Zero Initiative, avril 2020. Et pendant quelques minutes, je vais vraiment vous faire un rappel de ce qu'on prône, en fait, et quel est le référentiel Net Zero Initiative et ce que ça contient. Alors, le but du référentiel qui est sorti l'année dernière, c'était vraiment de poser les fondations d'une nouvelle interprétation de la question du zéro émission net ou neutralité carbone ou net zéro à l'échelle des entreprises. Donc, je rappelle que ces 3 termes, net zéro, neutralité, zéro émission net, sont synonymes pour la science du climat. Et l'objectif, c'était vraiment de penser l'entreprise non pas comme un objet qui pouvait être neutre en soi, mais qui devait avant tout contribuer à un objectif collectif, c'est-à-dire mondial ou national, de neutralité carbone, qui est la seule manière en fait, de définir la neutralité carbone de manière rigoureuse et scientifique. Et alors, pour info, exactement 1 an plus tard, l'ADEME publiait son avis sur la neutralité carbone et reprenait en fait l'essentiel de notre position. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour la suite. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il y a en fait, dans ce référentiel Net Zero Initiative ? Qu'est-ce qu'on dit ? Quels sont les messages clés ? En fait, dans le document qui est sorti l'année dernière et qui, je rappelle, est vraiment toujours téléchargeable sur le site de Carbone 4, la notion d'entreprise neutre est abandonnée, elle est mise de côté et elle est remplacée par une batterie d'indicateurs indépendants qui sont chargés de mesurer à tout instant la performance climat d'une entreprise à l'aune de l'exigence du zéro émission nette mondial ou national. Donc vraiment, on a, donc, quand vous regardez le haut du tableau ici, vous avez 2 grands leviers pour atteindre la neutralité mondiale, qui est d'une part réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, en parallèle, augmenter drastiquement notre capacité de séquestration carbone, c'est-à-dire notre capacité à enlever du CO2 de l'atmosphère. Et du point de vue d'une entreprise, en fait, il y a 3, on appelle des piliers, 3 piliers pour contribuer à cet effort mondial. Premier pilier, c'est de réduire les émissions de l'entreprise. Donc ça, c'est en gros votre bilan carbone calculé chaque année, des objectifs de réduction compatibles SBT et un plan d'action pour y arriver tous les ans. Donc ça, c'est pilier A, réduction des émissions de l'entreprise. Pilier B, c'est tout ce que l'entreprise va faire pour aider son écosystème à réduire ses émissions,
que ce soit via ses produits et services. Donc, exemple, je vends des vélos, donc je vais déplacer des véhicules thermiques. Il y a mes clients qui vont arrêter de prendre la voiture parfois et qui vont faire du vélo. Donc, j'ai une empreinte positive sur le monde et ça, je le calcule avec des émissions évitées. Ou ça peut être aussi via le financement de projets de réduction ou d'évitement via l'achat de crédits carbone. Et enfin, troisième et dernier pilier, c'est tout ce que l'entreprise fait pour enlever du CO2 de l'atmosphère et contribuer à cet objectif global d'augmentation des puits. Et ça peut se faire dans sa chaîne de valeur, c'est-à-dire des puits possédés en propre, qu'on appelle les absorptions directes. Ça peut être via des puits dans la chaîne de valeur, qu'on appelle absorption indirecte. Et puis, ça peut être des puits financés à l'extérieur de la chaîne de valeur, là encore via notamment la finance carbone. Donc ça, c'est un petit peu vraiment la fondation de Net Zero Initiative. Et ce qu'on a fait cette année, donc à partir de avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a continué à travailler pour aller plus loin. Pour finir sur les rappels de NZD de l'année dernière, on peut voir cette matrice que je viens de vous présenter comme la généralisation du concept d'empreinte carbone, puisqu'il intègre la notion d'empreinte carbone, c'est le pilier A, tout en la complétant par deux indicateurs supplémentaires, les émissions évitées, pilier B, et les émissions négatives, c'est-à-dire le développement des puits dans le pilier C. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais c'est essentiel, les trois piliers dont je viens de parler sont strictement indépendants les uns vis-à-vis des autres, et il n'est pas question du tout de faire des soustractions l'un avec l'autre. C'est vraiment trois piliers, trois indicateurs différents à piloter en parallèle. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait une fois dit ça en 2020, qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? En fait, la deuxième saison de Net Zero Initiative, 2020-2021, a voulu aller plus loin sur deux grands sujets. Le premier grand sujet, ça a été de dire, sur la mesure du pilier B, c'est-à-dire la mesure des émissions évitées, qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent? Quels sont les bons indicateurs? Quelles sont les bonnes règles de calcul pour mesurer la capacité d'une entreprise à contribuer à la décarbonation de son écosystème? Donc là, c'est un petit peu ce que vous voyez ici. Dans les trois piliers, là, vous avez la première étape de chaque pilier qui est de mesurer les trois piliers. C'est très bien fait pour le pilier A parce qu'on a le GHG protocole, etc. C'est bien fait pour le pilier C parce qu'on a le GHG protocole qui est en train de réfléchir à une manière de compter les puits dans la chaîne de valeur et à l'extérieur. Par contre, pour le pilier B, ce n'est pas très clair. Je pense que de l'avis de toutes et tous, la notion d'émissions évitées et de comment on les mesure est complètement un chaos généralisé. Et ça a été notre premier objectif. Ça a été de dire comment peut-on être meilleur dans la mesure du pilier B. Et puis la deuxième chose qu'on a voulu explorer, c'est comment on se fixe des objectifs sur le pilier C. C'est-à-dire comment on sait mesurer les puits, mais par contre, comment est-ce qu'on fixe des objectifs pour savoir combien de puits on doit développer de manière à être compatible avec l'accord de Paris. Voilà, donc ça a été vraiment nos deux chevaux de bataille de cette année. Et sans plus attendre, je vais bientôt proposer à Rodrigo de venir me rejoindre pour parler de ce qu'on a fait cette année. Donc vraiment, Rodrigo et Zénon vont vous parler respectivement du pilier B et du pilier C, des grands messages clés qu'on a voulu donner dans le rapport qui sort aujourd'hui. Avant de donner la parole à Rodrigo, je veux juste vous faire un panorama de qui y avait autour de la table cette année. Autour de la table, on avait des entreprises sponsors qui étaient au nombre de 12. Vous les avez en haut à gauche et dont Émilie de Decathlon faisait partie. Et puis, on avait une batterie d'observateurs institutionnels, donc l'UNFCCC, le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. On avait des observateurs de la société civile comme CCFD Terre Solidaire et France Nature Environnement. Et on a eu également la chance d'avoir un panel d'experts brillants, à la fois français, donc issus d'I4C, de l'IDRI, d'opérateurs de compensation, entreprises pour l'environnement, associations bilan carbone, etc., mais aussi des experts internationaux, avec donc, notamment Augustin, qui va parler tout à l'heure de l'Université de Lausanne, des personnes de l'Université d'Oxford, des gens du WRI, du Stockholm Environment Institute, de think tanks allemands et belges spécialisés dans la finance carbone, comme Carbon Market Watch, New Climate Institute. Donc, on avait en fait la chance d'avoir des gens extrêmement forts pour nous aider à élaborer les messages qu'on va vous présenter tout de suite. Et j'appelle Rodrigo pour vous présenter les recommandations du pilier B. Rodrigo, est-ce que tu es là? Oui, merci César. Bon,
Avant de vous présenter les recommandations NCG pour les piliers B, j'aimerais d'abord vous présenter les 3 questions principales auxquelles on a essayé de répondre en 2020. Et pour cela, je vais répartir de la définition des émissions évitées. Comme vous voyez ici, les émissions évitées, en théorie, c'est assez simple. C'est la différence des émissions induites entre 2 scénarios. Un scénario avec les projets ou les produits ou les services analysés et un scénario contrefactuel qui décrit c'est que ce serait passé en absence du produit analysé. Et, du coup, pour mesurer les émissions évitées, on calcule d'abord les émissions induites dans le scénario avec projet, dans l'autre scénario, et après on fait la différence. Bon, la situation avec projet, elle est assez cadrée internationalement. On a les GIG protocoles qui nous expliquent comment calculer les émissions induites dans ces scénarios. Par contre, la situation contrefactuelle n'a pas aujourd'hui un standard adopté internationalement. Et du coup, notre première question, c'est comment définir un bon scénario de référence pour pouvoir calculer ces émissions induites dans ces scénarios-là. Et ensuite, une fois qu'on a les 2 situations, comment on calcule de manière robuste et rigoureuse les émissions évitées. C'était notre deuxième question. Et troisième question, finalement, comment on communique sur nos émissions évitées. Alors, pour répondre à la première question, contrairement à ce qu'on a tendance à faire quand on fait un calcul d'émissions évitées, il ne faut pas trouver un scénario de référence parce que pour un produit donné, on n'a pas qu'un seul scénario de référence, mais plusieurs. En fait, un scénario de référence va être défini pour un produit et un contexte d'usage. Et du coup, pour identifier les plusieurs contextes d'usage possibles, on peut on peut se baser sur plusieurs paramètres. Ici, on a listé 5 paramètres qu'on trouve très importants d'être considérés. Par exemple, le contexte de la vente. Par exemple, si on vend un produit pour remplacer un produit déjà existant, ou alors je vends un produit dans les cadres d'une croissance du marché. Du coup, ça ne va pas être la même chose. Et du coup, on a d'autres paramètres là. On les explique, on donne des exemples dans les rapports qu'on publie. Du coup, je vous invite à regarder pour avoir des exemples concrets de comment appliquer ces paramètres. Bon, du coup, une fois qu'on considère ces paramètres, on en identifie les différents contextes d'usage. On a plusieurs couples de produits vendus et un contexte de vente ou d'usage. Et pour chacun de ces couples, on va calculer les émissions induites en absence du produit vendu. Et ces calculs, il faut bien sûr prendre en compte toute la durée de vie du produit en question. Et aussi, il faut avoir une logique d'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, il ne faut pas juste regarder l'usage du produit, mais aussi sa fabrication et la fin de vie. Une fois qu'on a défini les émissions induites pour ces produits, il faut aussi qu'on rajoute une couche, c'est l'évolution de ces émissions dans la durée, c'est-à-dire dans la durée de vie du produit. Parce qu'il y a aussi des évolutions tendancielles des marchés et aussi réglementaires qui doivent être prises en compte dans ces calculs-là. Ensuite, une fois qu'on a bien identifié les scénarios de référence et on a bien estimé les émissions induites dans chacun de ces scénarios, on peut calculer nos émissions évitées. Il faut bien suivre trois recommandations principales. La première, c'est celle que je viens de dire. Il faut avoir une logique cycle de vie dans les 2 scénarios. Ensuite, concernant l'allocation des émissions évitées, quand on fait une analyse des émissions évitées, on l'a fait pour un produit. Et ensuite, chaque acteur de la chaîne de valeur de ces produits peut revendiquer l'intégralité ou une partie des émissions évitées de ces produits, à condition que la règle d'allocation qu'il utilise pour les piliers B, du coup, dans les émissions évitées, soit cohérente avec la règle d'allocation utilisée dans les piliers A pour les émissions induites de chaque acteur. Et également, dans les rapports, on vous donne des exemples concrets de comment
s'assurer de cette cohérence-là. Et finalement, la troisième recommandation, c'est de bien faire la distinction entre les deux natures physiques des émissions évitées. C'est-à-dire, on peut avoir des émissions évitées en remplaçant un produit très carboné et du coup en réduisant vraiment les émissions par rapport au passé. Ou alors, on peut éviter la vente d'un produit plus carboné que les miens, c'est qu'il ne va pas réduire les émissions par rapport au passé, mais éviter que ça augmente beaucoup. Du coup, on a deux types, on appelle ça les réelles réductions et la moindre augmentation. Et en bas, dans les graphiques, vous voyez, à gauche, on a un cas de réduction réelle, du coup, où toutes les émissions évitées permettent vraiment de réduire les émissions par rapport à la situation avant les projets, c'est-à-dire par rapport au passé. Et à droite, on a un exemple où toutes les émissions évitées sont des émissions du type moindre augmentation, c'est-à-dire dans les deux scénarios qu'on prospective, on a une augmentation des émissions. Par contre, dans les scénarios avec les projets, cette augmentation est moindre que celle de la situation de référence. Et finalement, comment on communique sur nos émissions évitées? Déjà, on peut voir deux types d'émissions évitées. Les émissions évitées par les produits et services qu'on vend, ce qu'on a appelé B2, ou alors les émissions évitées par les financements des projets en dehors de ma chaîne de valeur. Il faut bien reporter ces deux types d'émissions évitées séparément. Pour les premiers, les émissions évitées par les produits et services, on propose trois indicateurs. Les premiers étant, bien sûr, les émissions évitées totales en tonnes de CO2 équivalent. Ensuite, la répartition entre réelle réduction et moindre augmentation que je viens d'expliquer. Et finalement, un troisième indicateur qui est très important aussi, c'est la part du chiffre d'affaires correspondant aux produits et services analysés dans cette analyse d'émissions évitées. C'est-à-dire, si je fais mon calcul juste sur ma gamme verte, qui correspond à 10% de mon chiffre d'affaires, du coup, il faut que je dise bien mes émissions évitées correspondent à que 10% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les B2. Et pour les B3, les émissions évitées par les financements des projets en dehors de ma chaîne de valeur, on a aussi trois indicateurs un peu différents. On a bien sûr les émissions évitées totales en tonnes de CO2 évitées, mais on a aussi les montants du financement engagés par l'entreprise dans ces projets-là. Et finalement, un troisième indicateur qui est un peu le ratio entre les deux premiers, qui est les coûts à la tonne évitée. Du coup, pour les deux types d'émissions évitées, on a bien trois indicateurs qu'on recommande quand on veut communiquer sur nos émissions évitées. Merci beaucoup, Rodrigo. C'était limpide. Alors, évidemment, tous les détails, il y a infiniment d'autres concepts qu'on propose cette année, vous pourrez les retrouver dans le rapport final qui sort en fin d'après-midi. Et vous serez notifié normalement par un joli email. Zénon va nous rejoindre pour nous parler des recommandations, cette fois sur le pilier C, qui concerne les puits de carbone. Précisément, merci César, et bonjour à toutes et tous. Maintenant que vous savez tout du pilier B, intéressons-nous au pilier C, c'est-à-dire les émissions qui sont séquestrées ou encore les absorptions de carbone ou puits de carbone par abus de langage. Alors, vous l'avez vu, avec la matrice NZI, l'atteinte du net zéro planétaire s'obtient principalement via la réduction de nos émissions d'une part et aussi via le développement des puits de carbone d'autre part. Ce fameux pilier C sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Et donc, sur le sujet des puits, voilà les différentes questions que nous nous sommes posées. Premièrement, comment est-ce qu'une entreprise peut intégrer les absorptions de carbone à sa stratégie climat pour s'aligner avec l'accord de Paris? En effet, les entreprises volontaires se fixent des objectifs de réduction des émissions sur le pilier A généralement. Et là, la question, c'est vraiment comment compléter cette stratégie climat en intégrant le pilier C. Ensuite, il y a un petit spoil, mais quel est alors le juste niveau de contribution? C'est-à-dire combien de puits de carbone cette entreprise volontaire va devoir développer. Et face à ces questions, on a cherché à définir une méthodologie pour que les entreprises puissent se fixer facilement des objectifs, mais des objectifs qui soient équitables et qui soient aussi fondés sur la science climatique.
voilà déjà notre première conclusion. On propose qu'il y ait en fait 2 objectifs. Alors, pour rappel, le pilier C, que vous voyez au milieu, est subdivisé en 3 sous-catégories. D'abord, les absorptions directes, ensuite, les absorptions indirectes dans la chaîne de valeur, l'équivalent du scope 3 dans la comptabilité carbone du pilier A, et enfin, les absorptions qui sont en dehors de la chaîne de valeur, donc les absorptions par financement de projets de séquestration carbone. Ce qu'on propose, c'est, dans un premier temps, un premier objectif sur la totalité du pilier C. Alors, c'est un objectif qui traduirait en fait la responsabilité des entreprises en tant qu'émettrices de gaz à effet de serre. Ça concerne de fait la totalité des entreprises et ça a été vraiment le focus de nos travaux de l'année 2020. Et en complément, on propose un deuxième objectif pour les acteurs des puits, c'est-à-dire les acteurs qui développent les puits et qui développent les absorptions de carbone dans leur propre chaîne de valeur. En effet, leur responsabilité est aussi d'absorber du carbone pour toutes les autres entreprises qui n'ont pas de puits dans leur chaîne de valeur. D'où ce deuxième objectif. Alors, de fait, ça concerne uniquement les puits de carbone dans la chaîne de valeur de l'entreprise, uniquement les entreprises avec des puits dans la chaîne de valeur, et on n'a pas eu l'occasion de développer cette méthodologie plus profondément l'an dernier, donc ce sera probablement à l'agenda de l'année prochaine. Alors, si on prend un petit exemple, imaginons une entreprise forestière. Une entreprise forestière va avoir accès à des quantités significatives de puits dans sa chaîne de valeur et aussi, par ailleurs, va émettre des gaz à effet de serre. À ce titre-là, cette entreprise va pouvoir et probablement devoir se fixer des objectifs de ces 2 natures. Un objectif pilier C complet, un objectif sur la chaîne de valeur C1, C2. En revanche, si on prend une entreprise qui fait du développement logiciel, on imagine que les puits de carbone sont un peu plus loin de la chaîne de valeur de cette entreprise. De fait, cette entreprise n'aura que l'objectif global sur le pilier C complet. Alors concrètement, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail sur les principes de cette méthode sur le pilier C complet. Vous voyez ici les courbes typiques d'émissions en bleu et d'absorption en vert d'un scénario de neutralité carbone mondiale 1,5 degré, éventuellement 2 degrés. Eh bien, dans ce scénario, pour chaque année, on va récupérer le rapport entre les émissions absorbées sur le territoire d'une part et les émissions induites d'autre part. Là, on prend un exemple où le territoire, c'est le monde, et donc ces courbes-là peuvent typiquement être les courbes du GIEC dans les scénarios d'alignement avec une neutralité carbone planétaire. Et donc, en calculant ce ratio entre les émissions absorbées sur le territoire et les émissions induites sur le territoire chaque année, on obtient ce qu'on a appelé le ratio puits-émission territoriale, qui est représenté par la courbe que vous voyez à droite. Bien. Maintenant, si je suis une entreprise qui veut se fixer une stratégie climat qui soit alignée avec l'accord de Paris, je vais commencer dans un premier temps par me fixer des objectifs de réduction sur mon pilier A. Donc là, vous avez un exemple illustratif de ma trajectoire de réduction d'émissions, scope 1, 2 et 3, sur le pilier A. Et bien maintenant, si je veux compléter ma stratégie climat avec des objectifs sur le pilier C, je vais pouvoir multiplier année par année ma trajectoire de réduction d'émissions avec ce fameux ratio puits-émission territoriale. Et j'obtiens ainsi ma trajectoire pilier C. Là, je vous ai présenté ici un résumé de la méthode pour une trajectoire mondiale qui permet une première itération de calcul très rapide pour les entreprises. Sachez aussi que vous trouverez dans le rapport des indications pour décliner ces objectifs à une maille territoriale plus fine. Par exemple, si jamais vous êtes une entreprise qui avait de l'activité en France, que vous émettez des gaz à effet de serre en France, vous allez pouvoir préciser cette méthode, raffiner cette méthode et décliner vos objectifs, notamment suivant la stratégie nationale bas carbone, le plan d'alignement des émissions françaises avec l'accord de Paris. Bien. Tout ceci étant développé dans le rapport, je ne vais pas m'appesantir dessus. Évidemment, je prendrai les questions plus tard. Enfin, voilà un peu les 3 messages clés qui sont portés en fait par cette méthode. Premièrement, cette méthode nécessite de se fixer des objectifs de réduction sur les 3 scopes, 1, 2 et 3,
Et donc, ce faisant, elle rappelle que le gros de l'effort consiste à réduire drastiquement et dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Il faut aussi développer les puits, mais voilà, pour rappel, le pilier A, c'est quand même le gros de l'effort, le cœur du travail. Ensuite, cette méthode fait du développement des puits un effort collectif. En effet, elle ouvre la possibilité à une entreprise de se fixer un objectif en commun avec ses fournisseurs ou avec ses clients. Vous le verrez dans le rapport. Et elle incite de la sorte les acteurs à mobiliser l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et enfin, cette méthode permet de territorialiser les émissions, faire atterrir l'action climatique dans les territoires. Elle permet en effet aux entreprises de se fixer des objectifs de développement des puits qui soient cohérents avec les plans de neutralité territoriaux. Une fois de plus, vous en découvrirez davantage dans votre rapport. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et une excellente journée. Merci. Merci beaucoup, Zénon, pour cette présentation du pilier C. Donc, vraiment, vous aurez compris que ce qui nous a animés dans le pilier C, c'était réellement de faire en sorte que les entreprises se fixent des objectifs de développement des puits de carbone qui ne soient pas auto-centrés, c'est-à-dire qui ne soient pas uniquement vus du point de vue de l'entreprise et qui se dit nécessairement, moi, j'émets tant et donc je vais devoir séquestrer tant. On a voulu absolument faire en sorte que l'entreprise se pense dans son écosystème et notamment dans le territoire ou les territoires dans lesquels ils sont implantés. Et c'est ça qui nous a motivés à trouver une solution qui consiste à regarder les scénarios de décarbonation du territoire donné, donc que ce soit la planète ou le pays donné, et de regarder en fait quel était le plan de ce territoire pour augmenter les puits de carbone et réduire les émissions. Et la méthode que vient de proposer Zénon, c'est vraiment l'idée de faire en sorte que l'entreprise soit contributrice à cet objectif territorial et d'aligner son augmentation du pilier C sur ce que le territoire doit faire. Donc, c'est vraiment, comme le disait Zénon, une invitation à territorialiser son action climatique et, entre guillemets, faire atterrir l'action climat des entreprises pour les rendre cohérentes avec ce dont les territoires ont besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble essentiel pour éviter des courses à l'échalote un petit peu contre-productives d'entreprises qui veulent à tout prix séquestrer le maximum au plus vite. Nous, notre credo, c'est plutôt allons-y doucement mais sûrement, posons-nous une trajectoire claire et ambitieuse d'augmentation des puits qui démarre à très peu aujourd'hui et qui montera en puissance par la suite, plutôt que d'essayer au maximum d'aller trop vite dans les puits. Donc là, on a vraiment eu à cœur de faire ça. En plus de mettre au centre de l'action sur les puits la notion d'effort collectif et de réduction des émissions. Alors, je vais désormais appeler Émilie Aubry, qui est leader enjeu climat chez Decathlon et qui a été l'un de nos 12 sponsors de l'édition 2020-2021 de Net Zero Initiative. Émilie, à toi. Merci César. Rebonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, je coordonne la stratégie climat pour Decathlon. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on a rejoint la Net Zero Initiative. Avant cela, la priorité chez Decathlon était et est toujours à la réduction. Donc, la mise en place d'un plan d'action de réduction est déjà difficile. Donc, nous voulions vraiment nous concentrer sur cet effort de réduction. Mais en parallèle, on avait des sollicitations en interne de collaborateurs qui souhaitaient financer des projets de séquestration. Mais quand on échangeait avec eux, on se rendait compte que c'était avant même de s'assurer que la mesure de leur impact était bien faite, qu'ils étaient bien fixés des objectifs de réduction et qu'ils avaient un plan d'action associé. Donc, on avait un besoin de recentrer les collaborateurs sur la réduction. Et en parallèle, il y avait de plus en plus d'entreprises qui prenaient la parole sur la neutralité carbone. Et pour nous, c'était difficile d'y voir clair entre les différentes revendications, climate positive, carbon neutral, move to zero. Mais on sentait bien que c'était important d'adresser le sujet de la séquestration carbone, mais on ne se retrouvait pas dans le terme de compensation qui pouvait être mal perçu. Et donc, autant sur la réduction, on avait bien des idées claires sur les méthodes de comptabilité, les initiatives comme SBT qui permettent de valider le niveau d'ambition des targets, ACT qui permet aussi d'assurer la pertinence et la cohérence de notre stratégie.
Mais sur la séquestration, la question qu'on se posait, c'était comment on peut s'assurer que Decathlon emprunte la bonne voie et contribue au défi mondial que représente la neutralité carbone. Et c'est la réponse à cette question que nous, on espère trouver collectivement avec l'initiative NZD. Notre volonté, c'est vraiment de collaborer avec un ensemble de parties prenantes pour définir le juste niveau de contribution des entreprises à la neutralité carbone de 2050. Donc, en interne, c'est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer cette notion de contribution parce que le mot de compensation est dans toutes les têtes. Donc, il y a un gros travail de pédagogie et le référentiel NZD, il permet de structurer en fait cette approche globale et de clarifier les notions entre les réductions d'émissions, les émissions évitées, la séquestration et de montrer que c'est bien différent mais que ça reste complémentaire. Et le message qu'on fait passer en interne, c'est que la réduction est prioritaire et c'est là-dessus qu'on demande aux équipes, en tout cas, de se concentrer. Et en parallèle, on a monté un groupe projet pour identifier les projets de séquestration à financer qui font le plus sens pour Decathlon. Donc, la première étape, c'est d'établir un cahier des charges pour définir, formaliser les critères et les attentes de Decathlon pour la sélection de projets de séquestration carbone. Et quant au pilier B, on participe à un groupe de travail sur la mobilité au sein de NZD pour valoriser les émissions évitées grâce à la vente de nos produits qui favorisent l'écomobilité comme les vélos. Donc, on commençait à faire des calculs en coin de table de notre côté, mais on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'avoir une méthode robuste pour s'assurer que nos calculs sont justes. Donc, nous, on en est vraiment au début de l'aventure. Il nous reste beaucoup de choses à apprendre et on est content de pouvoir le faire collectivement parce qu'on sait que tout seul, on ne pourra pas y arriver. Voilà pour moi. Un grand merci, Émilie. Un grand merci pour ta participation au groupe de travail cette année. Je vais désormais demander à Augustin Franière de nous rejoindre. Augustin est enseignant-chercheur au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne, expert sur la notion de compensation carbone. Et puis, Augustin nous a fait le plaisir d'être aussi membre du Technical Working Group de Net Zero Initiative 2020-2021 et nous a aidé à réfléchir à toutes ces questions. Augustin. Bonjour tout le monde, merci César, merci à la Net Zero Initiative pour l'invitation. Excusez-moi de vous avoir rejoint uniquement en cours de route, je n'étais pas là au tout début. Donc effectivement, ça fait plusieurs années, assez longtemps, un peu plus de 10 ans que je m'intéresse à ces questions, que j'ai l'occasion de suivre un petit peu les débats sur ces questions. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi, en quelques minutes, je pense que la Net Zero Initiative va vraiment dans la bonne direction. Donc, comme vous le savez, ça a peut-être été rappelé tout à l'heure, selon la manière traditionnelle d'envisager, dont fonctionne le marché de la compensation, surtout le marché de la compensation volontaire, les entreprises peuvent se prétendre neutres en carbone après une démarche en 3 temps. Si elles mesurent leurs émissions, elles les réduisent d'une certaine quantité et ensuite elles achètent des crédits carbone pour les compenser. Alors cette compréhension traditionnelle, j'aurais envie de dire classique, très classique de la neutralité carbone pose un certain nombre de problèmes, notamment un manque de rigueur, un manque de transparence et un manque d'ambition, qui sont les 3 plus gros problèmes. Et je pense que la Net Zero Initiative permet de répondre à ces 3 problèmes, ce qui est en soi assez remarquable. Donc, premièrement, le manque de rigueur. Eh bien, dans cette compréhension classique de la neutralité, en tout cas, c'est celle qui est promue par les opérateurs de compensation, la plupart du temps, eh bien, il y a un manque de rigueur simplement parce qu'il n'y a aucun critère au sujet du type d'émissions, les émissions directes ou les émissions indirectes qui doivent être prises en compte lorsqu'on fait son bilan carbone. Il n'y a pas de critère sur la quantité de réduction qu'il faut atteindre avant de commencer à compenser. Donc, cette question-là est laissée totalement libre au libre choix des entreprises. Il n'y a pas de critère non plus sur le type de crédit carbone qui doivent être achetés lorsqu'on passe à la phase compensation. Est-ce que c'est plutôt des crédits qui correspondent à des émissions évitées ou des crédits qui correspondent à des émissions négatives, à savoir à des réabsorptions du CO2 déjà présent dans l'atmosphère?
Et puis finalement, mais c'est encore le point le plus important probablement, cette manière classique de comprendre la neutralité carbone n'est pas en phase avec la définition scientifique. Et bien au contraire, elle s'appuie sur des pratiques comptables, une sorte d'artifice comptable, à mon avis tout à fait discutable, qui permet aux compagnies de soustraire de leurs propres émissions des réductions qu'elles ont financées ailleurs. Donc la Net Zero Initiative répond à ce problème de rigueur en retournant à la définition scientifique de la neutralité carbone, qui est zéro émission nette à l'échelle globale, en posant des objectifs clairs sur les 3 piliers, A, B et C, et en interdisant ces pratiques comptables justement discutables qui consistent à faire des transferts entre ces 3 piliers pour soustraire ce que l'on a réduit ailleurs à ses propres émissions notamment, etc. Donc là, ça va vraiment dans le sens de beaucoup plus de rigueur. La question de la transparence maintenant, eh bien, dans le marché de la compensation carbone volontaire, toute entreprise, même celles qui n'ont fait finalement que des réductions de leurs propres émissions marginales, ou à la limite même celles qui n'ont pas du tout réduit leurs émissions ou qui continuent à augmenter leurs émissions, peuvent se prétendre neutres en carbone. Il suffit d'acheter suffisamment de crédits et communiquer à ce sujet. Donc, à mon avis, on a ici une porte ouverte au greenwashing. Donc, je pense qu'il y a des gens, il y a des compagnies, il y a plein d'entreprises qui le font de manière tout à fait sérieuse, mais on a quand même la possibilité ici de le faire de manière moins sérieuse, et c'est une porte ouverte au greenwashing, parce que cette notion-là, de compréhension-là de la neutralité carbone, cache finalement l'information la plus importante, qui est la trajectoire d'émissions et les réductions qui sont effectuées réellement par l'entreprise et qui sont envisagées dans le futur. Ça rend aussi plus difficile de comparer les compagnies entre elles et puis de distinguer les bons élèves des moins bons élèves. Évidemment, si tout le monde se dit neutre en carbone, ça devient très difficile, sans aller voir les détails derrière, de voir qui joue vraiment le jeu des réductions ou pas. Donc ici encore, la Net Zero Initiative répond à ce problème de transparence avec son tableau de bord, qui donne finalement un cadre de référence commun pour la communication des objectifs non seulement affichés, mais aussi des progrès réalisés en matière de décarbonation. Ça améliore aussi la transparence, vu que l'idée de la Net Zero Initiative est d'arrêter de se revendiquer neutre en carbone, sur une base finalement assez peu solide, mais de communiquer plutôt en matière de contribution à la neutralité globale, ce qui est beaucoup plus en phase avec la définition notamment scientifique. Finalement, la question de l'ambition, voilà, sur le marché du carbone, le marché volontaire de la compensation actuelle, le prix moyen de la tonne de CO2 évitée est de 3 $, le prix moyen du crédit carbone. Donc voilà, on a des variations, mais le prix moyen, c'est 3 $. Donc ça donne assez peu finalement de motivation aux entreprises pour investir dans des réductions réelles et souvent plus chères. La compensation, de ce point de vue-là, donne une voie assez facile aux entreprises de résoudre, entre guillemets, leurs problèmes d'empreinte carbone et de contourner des mesures peut-être parfois un peu plus difficiles à mettre en œuvre. Donc, si tout ce qu'on a à faire pour devenir neutre, c'est d'acheter suffisamment de crédits et des crédits finalement assez peu chers, ça ne donne pas évidemment la motivation nécessaire pour agir sur nos propres émissions. Donc ici encore, la Net Zero Initiative répond à ces problèmes en définissant des règles et des critères clairs pour fixer les objectifs dans chaque pilier. Donc en résumé, voilà, en tant qu'observateur de longue date de ce marché du carbone, je dirais que la Net Zero Initiative est vraiment une initiative bienvenue, qui va dans le bon sens, dont on aurait eu besoin depuis longtemps et qui apporte vraiment beaucoup plus de rigueur, de transparence, d'ambition. Donc j'espère vraiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont épouser ce cadre de référence et que ça va devenir finalement la nouvelle normalité. Voilà.
Un grand merci, Augustin, pour ton témoignage. Vraiment, et encore merci pour ta participation au Working Group de cette année. Donc, je remercie vraiment Émilie et Augustin pour ces témoignages. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. Ce qu'on vous propose, c'est d'une part de vous faire un point sur les prochaines étapes, c'est-à-dire une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui nous attend en fait comme travaux cette année. Et puis, on terminera avec une séance de questions-réponses où on va en fait essayer de sélectionner un certain nombre de questions que vous nous avez posées dans les questions-réponses. N'hésitez surtout pas, hein, si vous en avez, à bombarder le chat, surtout les questions et réponses de questions. On essaiera d'y répondre. Alors, les prochaines étapes, c'est en fait ce qu'on appelle l'édition 2021-2022 de Net Zero Initiative. Donc déjà, dans un premier temps, hein, je rappelle que le rapport final des travaux qui viennent de s'achever de 2020-2021 sont mis en ligne en fin d'après-midi et sont disponibles sur le site de Carbone 4. Et on vous invite à le parcourir. Alors, je commence déjà à répondre à un certain nombre de questions que vous trouverez en fait dans ce rapport final. Moult exemples, cas d'études, cas d'application, où vous pourrez voir de manière très concrète et opérationnelle des applications de toutes nos recommandations. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Qu'est-ce qui va se passer en 2021-2022 à l'heure où on se parle, le jeudi 8 juillet, 10h42, on a la chance de compter 16 sponsors entreprises, avec, en fait, très bon signe, la totalité des membres historiques de l'année dernière qui reviennent pour cette nouvelle édition. Et on a la chance d'avoir 5 ou 6 entreprises supplémentaires. Donc voilà, donc vous les avez sous les yeux. On a donc bien sûr Decathlon qui continue à être avec nous. Et parmi les nouveaux membres, on a Somfy, on a Unibail, SNCF, Nature et Découverte, Mobivia, Schneider Electric et Alstom. Donc voilà, un grand merci pour les entreprises qui sponsorisent nos travaux. Et pour la première fois depuis sa création, on a aussi la chance d'être soutenu officiellement par l'ADEME, qui nous fournit un soutien méthodologique et financier, ainsi qu'un soutien méthodo du ministère de la Transition écologique. Donc, on est ravis de démarrer ces travaux avec tous ces gens-là. Ils ont démarré donc, il y a quelques semaines et ils vont nous mener jusqu'à environ mars 2022, si tout va bien. Et a priori, tout ira bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette année? En fait, on voudrait creuser 2 chantiers un peu parallèles. Premier chantier de méthodologie, un autre chantier sur la communication. Le premier chantier méthodo, il va viser en fait à continuer à creuser des questions du pilier B et du pilier C. Avec le pilier B, donc sur les émissions évitées, hein, où on va en fait créer 3 groupes de travail. Un spécialisé dans la mobilité, un spécialisé dans le bâtiment et un sur la production d'énergie. Donc, en gros, tous les vecteurs énergétiques, électricité, biogaz, réseau de chaleur, etc., pour en fait se poser la question de concrètement, quels sont les grands scénarios de référence? Est-ce qu'on ne peut pas normaliser les scénarios de référence pour des grands types de produits et services qui vont décarboner massivement ces 3 secteurs? Exemple, pour la mobilité, je reprends l'exemple de mon vélo tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas trouver ou normaliser une situation de référence sur une géographie donnée pour tous les constructeurs de vélos qui vont venir décarboner la mobilité de leurs clients? Même chose pour le bâtiment, où on sait qu'on a plein de solutions qui évitent des émissions dans le bâtiment, des matériaux efficients, des gestes de rénovation, des changements de vecteurs énergétiques de chauffage, par exemple. On va essayer de cartographier tout ça et se fixer à la fois des règles de définition un peu normative des scénarios de référence et de définition des objectifs d'émissions évitées liés à ces 3 secteurs. Donc, on aimerait, en fait, à la fin de ces travaux-là, avoir à la fois une vision très claire, très concrète de comment on calcule des émissions évitées sur ces 3 secteurs, et puis quel est le bon objectif, quel est le bon niveau d'émissions évitées pour une entreprise de ce secteur. Et pour les puits de carbone, on a envie de creuser toutes les questions que Zénon a commencé à aborder tout à l'heure, à savoir devenir un peu plus robuste sur la notion de mesure des puits de carbone et en particulier voir dans quelle mesure le GHG Protocol et sa nouvelle guidance sur les puits qui sort bientôt pourra nous aider là-dedans. Et puis aussi, pareil, des questions d'objectifs de puits, notamment dans la chaîne de valeur.
à destination des opérateurs de puits comme les forestiers, les entreprises du milieu agricole et agronomie, et les éventuels pourvoyeurs de solutions technologiques de capture et stockage de carbone. Donc ça, c'est pour la méthode. Et ensuite, on a des chantiers de communication, puisqu'on considère qu'un enjeu, c'est aussi de diffuser le référentiel à différents cercles. Donc, on a un double cercle d'alliés de NZD, à la fois des entreprises et ce qu'on appelle des prescripteurs avec lesquels on va travailler. Et puis, on va participer aussi à des initiatives externes, françaises et internationales, dont notamment la normalisation de la neutralité carbone au niveau de l'ISO et autres travaux, le GAG protocole PUI, dont on fait partie également, etc. Et puis enfin, un certain nombre de communications. Donc voilà un petit peu pour le programme de Net Zero Initiative qui démarre tout juste jusqu'à mars 2022. Et évidemment, si vous souhaitez contribuer, participer, devenir sponsor, n'hésitez surtout pas. Les inscriptions ne sont pas terminées et on serait ravis de compter de nouvelles entreprises parmi nos sponsors. Alors voilà, ça c'était tout ce qu'on avait à vous dire de manière un peu descendante ce matin. Il est 10h47 et en fait, on a 13 bonnes minutes pour un petit peu réfléchir aux questions-réponses que vous nous mettez depuis 45 minutes sur le chat. Donc, on en a une soixantaine. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on a répondu directement dans l'interface et on a, je crois, 36 questions ouvertes. Et ben, je pense que mes amis et moi allons essayer de les prendre à bras le corps et d'y répondre. Alors, comment est-ce qu'on va se débrouiller? Je ne sais pas si Rodrigo, Zénon, vous avez des premières idées de questions auxquelles vous voudriez répondre. Oui, César, peut-être toutes les questions, enfin, c'est un package de questions qui porte sur la territorialisation des objectifs de développement des puits. La méthode que je vous ai présentée est vraiment la première itération. Donc, je suis une entreprise, je suis dans le territoire du monde et donc je peux me fixer facilement des trajectoires de séquestration vis-à-vis des ratios puits-émissions du monde, à partir des scénarios du GIEC, par exemple. Eh bien, si jamais je veux affiner cette méthode, je vais d'abord devoir territorialiser mon empreinte carbone, c'est-à-dire savoir dans tout mon bilan carbone, en fait, où sont émises mes émissions. Ça va me donner une liste de territoires. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, la France, l'Allemagne et puis les États-Unis, et éventuellement d'autres pays du monde. Eh bien, je vais faire cette distinction-là. Je vais décomposer mon empreinte carbone suivant ces territoires. Et pour chaque territoire, je vais aller chercher le ratio puits-émission territoriale des stratégies de neutralité carbone territoriale. Potentiellement, certains États ne se sont pas munis d'une stratégie d'atteinte de la neutralité carbone. Donc, potentiellement, ces trajectoires ne sont pas forcément disponibles. Et ensuite, une fois que j'ai ces trajectoires-là qui sont éclatées, on va dire, dans mes différents pays d'émission, l'objectif, le sous-objectif territorial que j'aurai dans chacun de ces États consistera à développer des puits de carbone dans ces États précis. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de la stratégie nationale bas carbone, si je suis en France, j'ai des émissions françaises et je veux aligner mon entreprise sur l'accord de Paris avec cette méthode-là de fixation d'objectifs pilier C NZI, je vais pouvoir appliquer le ratio puis émission de la stratégie nationale bas carbone et ça va me dire combien de puits de carbone je dois développer en France sur le territoire d'émission. Évidemment, si jamais j'ai des émissions ailleurs dans le monde, je peux toujours utiliser le ratio mondial pour développer des puits de carbone ailleurs dans le monde. Ouais. C'est une question d'itération, de raffinement de la stratégie carbone au fur et à mesure qu'on réussit à décliner son empreinte carbone sur les différents territoires. Exactement. En fait, le niveau 1, c'est vraiment de raisonner au niveau monde et de prendre les scénarios du GIEC et de définir une stratégie pilier C sur la base des scénarios du GIEC. Et plus vous êtes mature et plus vous êtes ambitieux, vous pouvez, à mesure du temps, territorialiser votre ambition. Il y a une question sur la notion de Net Zero Initiative appliquée aux institutions financières. Alors ça, c'est une excellente question et on a le plaisir de vous annoncer qu'on va, dès 2022, lancer un nouveau projet qui s'appelle
NZE for Finance et qui visera à adapter le référentiel Net Zero Initiative au fonds d'investissement. Donc, c'est-à-dire, en gros, répondre à la question de quand j'investis dans des entreprises qui sont chacune munies d'un tableau de bord NZE, comment, à l'échelle d'un fonds, je fais l'agrégation et je pilote mon portefeuille pour l'aligner vers le net zéro. Donc, ici, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a vraiment d'excellentes questions. Alors, il y a en fait des questions sur la coexistence de Net Zero Initiative par rapport à d'autres organisations et d'autres initiatives, par exemple le Science Based Target Initiative, avec l'ADEME, ACT, etc. Alors, en fait, on considère toutes ces initiatives comme des initiatives qui vont nourrir le référentiel NZE. Je m'explique. Par exemple, vous prenez Science Based Target Initiative. C'est une initiative qui va demander aux entreprises de réduire leurs émissions et de se fixer des trajectoires de réduction d'émissions. Et ben, en fait, SBT, c'est ni plus ni moins ce qui va nous aider à répondre à la question sur le pilier A de quelle est l'ambition sur le pilier A. Donc, en fait, SBT, si vous voulez, c'est inclus dans le méta-référentiel Net Zero Initiative. ACT, c'est la même chose, puisque ACT, c'est une fois qu'on a cette trajectoire de réduction, comment on fait pour s'assurer que l'entreprise va bien se décarboner conformément à la trajectoire SBT? Ben ça, c'est pareil, ça répond au pilier A. En fait, si vous voulez, c'est vraiment ce tableau ici. Vous voyez que dans ce tableau, vous avez, pour le pilier A, la mesure qui fait appel à un certain nombre de projets qui ne sont pas du tout Net Zero Initiative ou Carbon 4, qui sont des choses qui existent déjà. Fixer des objectifs, c'est pareil, SBT, et puis ACT est ici, avec CDP et l'ADEME. On a pour le pilier C toutes les méthodologies du GHG protocole pour les puits, les removals, qu'on utilise pour nous aider à mesurer les puits. Et puis en fait, on a tout un mapping d'initiatives qui va nourrir NZE. Une autre question qui était par rapport au standard neutralité carbone au niveau de l'ISO. Donc, il y a en cours une normalisation au niveau de l'ISO. Carbon 4 fait partie du groupe d'experts français qui négocie à l'international, au même titre que l'ADEME et trois entreprises françaises. Et donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un travail de normalisation où l'ADEME fait valoir son point de vue et la position française, finalement, est représentée. Toute la question, c'est de savoir si la France va, in fine, soutenir ou non ce projet de norme. Et ça, c'est une réponse qui va être donnée dans les prochains mois, normalement. N'hésitez pas, Zénon, Rodrigo, Augustin, Émilie, si vous avez des questions que vous voyez et sur lesquelles vous voulez répondre, n'hésitez pas. Écoutez, si je peux, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions sur le prix. J'allais te le proposer. Sur le prix de la tonne, et puis ça surprend beaucoup de monde. Alors, juste une précision, hein, le prix d'environ 3 $ la tonne, c'est un prix moyen pour le marché de la compensation volontaire. Donc, ce n'est pas l'ensemble des marchés du carbone. Hein, c'est la compensation volontaire. C'est un prix qui est issu d'études d'études qui sont réalisées par un écosystème marketplace qui est un acteur, un analyste qui observe les marchés de la compensation volontaire en l'occurrence. Alors, pourquoi est-ce que les prix sont si bas? Donc déjà, la première chose à dire, c'est qu'il y a une grande variabilité. Hein. On va de moins de 1 $ la tonne à des projets qui sont plutôt autour des 80, voire jusqu'à 100 $ la tonne. Pourquoi une telle variabilité? Eh bien, parce que le prix dépend de plein de facteurs. Ça va dépendre du type de projet. Est-ce que c'est un projet de foresterie? Est-ce que c'est un projet d'énergie renouvelable, d'économie d'énergie, etc. Le prix va dépendre du pays dans lequel le projet est mis en œuvre, parce que ça va aussi dépendre du coût de la main-d'œuvre, par exemple. Ça va dépendre aussi simplement en partie de l'offre et la demande. Et ce que montrent les analyses, c'est qu'en général, quand les crédits carbone sont vendus en masse, parce qu'il y a aussi des phénomènes de vente de grossiste à grossiste et pas seulement vers les utilisateurs finaux, eh bien, en général, le prix à la tonne est plus bas. Donc, voilà tout ce que je peux donner comme indication.
Maintenant, c'est vrai qu'on a un certain nombre de prestataires de compensation qui ne descendent pas en dessous typiquement des 30 $ la tonne parce qu'ils misent sur des projets de qualité. Voilà, la certification coûte aussi, dans certains cas, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Merci beaucoup, Augustin. Une autre question sur notre point de vue sur la compensation carbone, notamment l'achat de crédit carbone volontaire. Est-ce que c'est compatible avec le référentiel NZD? Alors, la réponse est oui et non. La réponse est oui, parce qu'évidemment, on a encore besoin de financement supplémentaire à destination des projets, que ce soit des projets domestiques en France ou des projets à l'international. Donc, en ce sens, Net Zero Initiative est tout à fait favorable à la notion de contribution financière à la transition via l'achat de crédits carbone ou via l'activation d'autres instruments. Par contre, la réponse est non, dans le sens où le mot compensation, pour nous, est extrêmement trompeur et contre-productif, puisqu'il sous-entend qu'on puisse soustraire son bilan carbone et l'achat de crédit, comme si on pouvait compenser, voire annuler son empreinte. Et c'est cette mise au même niveau des réductions d'émissions d'entreprise et des achats de crédit qui nous pose un grand problème, d'où notre solution, justement, de compter l'achat de crédit carbone comme étant de la contribution financière à la transition, à compter séparément du pilier A, c'est-à-dire dans le pilier B, dans le financement de projets de réduction ou d'évitement que vous voyez ici, ou dans le pilier C, quand on achète des crédits qui sont issus de projets de reforestation ou d'agriculture raisonnée, etc. Alors, donc, je confirme, du coup, pour vraiment insister sur ce fait-là, le fait de dire qu'on territorialise l'action des entreprises ne veut pas du tout dire qu'on ferme la porte au financement dans des projets à l'international. Tout simplement parce que, comme l'a expliqué Zénon tout à l'heure, quand on dit territoire, ça peut être aussi la planète. Et d'ailleurs, c'est dans un premier temps, c'est ce qu'on recommande aux entreprises, de raisonner au niveau de la planète et de se dire comment je peux contribuer à mon niveau au net zéro planétaire. Et en particulier, comment je peux agir au bon niveau dans le développement des puits planétaires. Et pour développer les puits mondiaux, on a besoin de finance carbone qui va dans des projets à l'international. Donc, on conseille aux entreprises françaises d'investir où elles peuvent, où elles veulent, notamment quand elles ont des marchés à l'international. Donc, il y a vraiment un mix territoire français et international à trouver ici. Il est 10h58. Je vous propose de mettre un terme à cette séance de questions-réponses. On va essayer, autant que faire se peut, et dans la limite du temps disponible, à récupérer toutes vos questions et à essayer d'en faire une sorte de FAQ qu'on va publier sur le site de Carbone 4. Alors, on ne vous promet pas de le faire demain, mais on va essayer de le faire vite. En tout cas, un grand merci pour votre intérêt. Vos questions sont absolument passionnantes. On aurait aimé avoir un peu plus de temps, mais il est déjà 10h58. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? Alors là, je remets tous les slides, il y en a beaucoup. Voilà, hop, hop. Bon, on vous donne rendez-vous sur le site de Carbone 4 pour télécharger ce référentiel. Si vous êtes intéressé de contribuer soit en tant que sponsor, soit en contributeur ou contributrice annexe avec une formule à trouver, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de Carbone 4, contact@carbone4.com. Et puis, écoutez, un grand merci et on aime vous voir aussi nombreux dans les webinaires Net Zero Initiative. On espère avoir de nouveaux nouvelles très bientôt. Et on vous dit, écoutez, bonne journée, bel été et on se voit, on l'espère, dans pas très longtemps. Merci à toutes et tous et à bientôt. Et un grand merci aux panélistes, Augustin, Émilie, Rodrigo, Zénon. Au revoir. Merci, au revoir.